Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors, êtes-vous prêts pour cette nouvelle affaire? C'est un massacre familial qui a eu lieu en 2006 en Italie. 3 femmes d'une même famille, un enfant de 2 ans et un homme sont égorgés avant d'être brûlés. Un seul survivant échappera à cette tuerie grâce à une malformation de la carotide. Que s'est-il passé ce terrible soir du 11 décembre 2006? Plongeons-nous tout de suite dans les détails de cette terrible affaire. La triste affaire de la famille Marzouk Castagna, c'est tout de suite et maintenant. Nous sommes le lundi 11 décembre 2006 dans la soirée. Les pompiers sont appelés pour éteindre un incendie. C'est un appartement situé dans la cour de Via Diaz, à Erba, dans la région de Lombardie, qui aurait pris feu apparemment. Donc les pompiers qui arrivent sur place, ils commencent leur travail. Et lorsqu'ils arrivent à bout des flammes, ils entrent par la fenêtre pour bien s'assurer qu'il n'y a pas de victimes à l'intérieur de la maison. Ils font donc le tour de la maison. Et là, ils se retrouvent confrontés à un scénario auquel ils ne s'attendaient absolument pas. Des corps sont dispersés dans différentes pièces de la maison, il y en a sur le palier aussi, il y en a dans le couloir. Ils retrouvent au total 5 corps, 3 femmes, un homme et un bébé âgé à peine de 2 ans. Ils remarquent aussi du sang, beaucoup de sang, ils ont tous apparemment été égorgés et poignardés. Ils se rendent compte alors à ce moment-là qu'ils sont au milieu d'une scène de crime. Mais quand à un moment donné la fumée commence à se dissiper un peu, les pompiers se rendent compte d'une autre chose, tout le monde n'est pas mort, il y a un survivant, l'homme est encore en vie. Mais qui sont tous ces gens qui ont été sauvagement assassinés ? Alors les corps massacrés sont ceux de Rafaela Castagna, elle est âgée de 30 ans au moment des faits et elle est la mère du petit Youssef Marzouk, le petit bébé qui a 2 ans et 3 mois et qui a été aussi sauvagement assassiné. Rafaela, elle est la femme d'un homme qui s'appelle Azouz Marzouk qui est âgé de 26 ans au moment du drame, qui est lui aussi le père du petit Youssef Marzouk. Et ce Azouz Marzouk, lui, ne fait pas partie des victimes, il est absent du domicile. Un peu plus loin, il y a une autre victime, c'est Paola Gali. Elle est âgée de 57 ans au moment du drame et c'est la mère de Rafaela. Il y a parmi les victimes aussi une femme qui s'appelle Valeria Cherubini. Elle est âgée de 55 ans au moment des faits. Et enfin, Mario Frigerio qui lui a 65 ans au moment du massacre. Et c'est donc le mari de Valeria Cherubini qui a été sauvagement assassiné également. Mais Mario Frigerio, c'est celui qui a survécu miraculeusement à ce massacre. Alors le ou les meurtriers lui ont pourtant tranché la gorge à Mario, mais ce qui lui a sauvé la vie, c'est qu'il est atteint d'une malformation congénitale, c'est-à-dire que l'artère carotide n'a pas pu complètement être sectionnée. Mario Frigerio est donc le seul témoin oculaire de ce qui s'est passé ce soir-là. Il est emmené immédiatement à l'hôpital pour être soigné. Alors la première victime, qui semble être Rafaela Castagna, elle semble avoir été visée par cette horrible attaque. Alors on ne sait pas grand-chose de la vie privée de cette femme, si ce n'est qu'elle est âgée de 30 ans au moment des faits, qu'elle travaille à temps partiel dans une communauté d'assistance aux handicapés et qu'elle est la fille d'une famille assez connue et assez respectée à Erba. C'est la famille Castagna. Donc comme je vous le disais au début de la vidéo, Rafaela est mariée à un homme âgé de 26 ans au moment des faits. Il s'agit de Azouz Marzouk et cet homme-là, elle a épousé contre la volonté de sa famille. C'est un jeune homme d'origine tunisienne. Et oui, donc Rafaela tombe amoureuse de cet homme, elle décide de l'épouser. La famille n'est pas d'accord avec ce mariage parce que tout simplement Azouz Marzouk, il a un casier bien rempli, il a un casier vraiment chargé, il est mêlé quand même à des histoires de trafic de drogue et donc bien sûr les parents de Rafaela espéraient mieux pour leur fille. Alors très vite, pour les enquêteurs qui sont sur place, qui ont donc analysé la scène de crime, etc., une piste commence à se dessiner.
Alors pour les enquêteurs, l'affaire elle est presque pliée. Alors pour eux, c'est simple, il s'agit d'un crime familial commis par Azouz Marzouk. Dans la mesure où ce monsieur n'est pas présent sur la scène de crime, de deux, il est injoignable, il n'arrive pas à le joindre par téléphone. De trois, il est introuvable. Donc dans leur tête, le film il est vite fait. C'est le mari qui a tué toute sa famille et il a pris la fuite. Azouz Marzouk devient alors le suspect numéro 1, le tueur en fuite. Alors comme vous le savez, Azouz Marzouk il est mêlé à des histoires de drogue, de trafic de drogue. D'ailleurs, il avait fait quelques mois en prison avant d'être gracié, peu de temps en fait avant le massacre. Et donc les enquêteurs, ils sont quand même persuadés que même si ce n'est pas Azouz Marzouk l'auteur des crimes, c'est forcément un codétenu avec lequel il aurait eu un différend en prison. Ce codétenu aurait voulu alors se venger et il se venge en tuant toute la famille d'Azouz Marzouk. Mais bon, les enquêteurs qui ont beaucoup d'imagination, ils se disent que bon, si c'est pas le coup du codétenu vengeur, ce serait peut-être alors tout simplement une petite querelle de famille qui aurait poussé Azouz Marzouk à s'en prendre à sa belle-mère, sa femme et son enfant. Donc les voisins auraient été tout simplement des dommages collatéraux. Donc ils se disent voilà, il s'est peut-être un peu pris le chou avec sa femme et il a perdu le contrôle, il a tué tout le monde et il a pris la fuite quoi. Mais si les enquêteurs imaginent le scénario d'Azouz Marzouk coupable, Carlo Castagna, le beau-père donc de Azouz, lui disculpe complètement son beau-fils. Il explique aux enquêteurs, et d'ailleurs il dira même aux médias en larmes, que ça ne peut pas être son beau-fils. On peut dire ce qu'on veut sur Azouz Marzouk, trafiquant de drogue, prison, tout ça, mais il n'est pas un tueur, il n'aurait jamais fait de mal ni à sa femme ni à son fils. Carlo est totalement dévasté devant les caméras, il pleure. En une seule soirée, il a perdu sa femme, sa fille et son petit-fils. Il est vraiment anéanti. Il déclare et confirme devant toutes les caméras de télé que ça ne peut pas être Azouz Marzouk. Azouz Marzouk est en Tunisie. C'est un voyage prévu depuis longtemps. Il n'était même pas sur place au moment du massacre. Ça ne peut pas être lui. Carlo Castagna est un fabricant de meubles bien connu dans la ville. Il est un fervent catholique. Même s'il n'a jamais vu d'un bon œil son beau-fils, il sait malgré tout qu'il n'est pour rien dans cette histoire. D'ailleurs, Azouz Marzouk, à la suite de toute cette histoire, de ces accusations, il aura des excuses publiques lors d'émissions de télévision et notamment il aura l'attention de celui que l'on appelle le roi des paparazzi, donc c'est Fabrizio Corona. Il est très connu en Italie parce que c'est un habitué des plateaux télé, c'est un habitué des émissions de télé-réalité. Il a tendance à beaucoup commenter les scandales. Cette piste n'est alors plus envisagée par les enquêteurs, c'est alors qu'ils se tournent vers d'autres suspects plus sérieux. Le 8 janvier 2007, Rosa Bassi et Olindo Romano sont arrêtés et emmenés au commissariat de police pour être interrogés. Ce sont tout simplement les voisins des victimes. Ils habitent au rez-de-chaussée de la cour commune. Les débuts d'investigation ont démontré que le couple était en guerre avec Rafaela Castagna. Selon eux, Rafaela, elle était trop bruyante. Son fils était aussi trop bruyant. Il entendait courir, il entendait jouer, il entendait chouiner, pleurer. Enfin bref, selon eux, c'était vraiment une famille hyper bruyante quoi. Plusieurs témoins ont confirmé que le bruit dérangeait constamment le couple. D'ailleurs, le père de Rafaela, Carlo Castagna, a même témoigné pour dire qu'il avait fait tout le nécessaire pour limiter au maximum le bruit. Des amis de la famille Castagna, qui sont déjà allés chez Rafaela à plusieurs reprises, ont eux témoigné que à aucun moment ils ont constaté qu'elle parlait fort ou que l'enfant faisait énormément de bruit, que c'était quand même une famille assez discrète, donc ils n'ont pas spécialement compris pourquoi le couple Olindo Bassi pointait du doigt le bruit de Rafaela et de son fils, parce que eux ils sont formels, c'était pas du tout une famille bruyante, donc ils comprenaient pas du tout ça. Et d'ailleurs, si on regarde bien, il n'y a que Olindo Romano et Rosa Bassi qui ont eu des soucis avec Rafaela. Aucun autre voisin s'est plaint de Rafaela ni de Youssef. Aucun autre ami s'est plaint donc de bruit ou quoi ou qu'est-ce. Donc vraiment, les seuls
seuls qui se plaignaient de Rafaela, c'était ce couple-là. Il n'y avait personne d'autre. Et les voisins ont aussi confirmé qu'ils ont été témoins d'au moins une dispute entre le couple Romano Basi et Rafaela Castagna. Mais apparemment, il n'y aurait pas que le bruit qui serait le moteur de ces crimes. Certaines personnes ont déclaré que Rosa Basi éprouvait une profonde jalousie envers Rafaela Castagna et que le couple, donc Olindo Romano et donc sa femme Rosa Basi, ils sont même allés jusqu'à suivre à plusieurs reprises Rafaela Castagna à l'extérieur pour lui faire peur, pour la terroriser. Ils l'ont même déjà un peu bousculée. Elle était devenue leur obsession, quoi. Et d'ailleurs, une procédure avait même été engagée par Rafaela contre ce couple de voisins pour menaces, violences, blessures à la suite d'une dispute qui serait survenue la veille du Nouvel An 2005. Et d'ailleurs, le 13 décembre 2006, une audience d'ailleurs était prévue devant le tribunal à propos de cette bagarre. En effet, plusieurs indices ont poussé les enquêteurs à soupçonner Olindo Romano et Rosa Basi dans cette affaire. Alors on sait que Rosa Basi, elle travaille comme femme de ménage et on sait aussi qu'elle a eu une enfance assez difficile. Olindo Romano, lui, il est employé d'une entreprise de collecte et d'élimination des déchets. Alors on sait que tous les deux, bien sûr, sont en couple. On sait aussi qu'ils n'ont pas d'enfants. Ils sont vraiment que tous les deux. Ils n'ont pas de contact avec des proches ou de la famille. Ils n'ont pas non plus d'amis. Ils sont constamment ensemble. Ils ne se quittent jamais. Leur appartement au rez-de-chaussée de la cour, c'est d'ailleurs un peu leur cocon. Ils ont aussi un camping-car avec lequel ils voyagent souvent sur les routes qu'ils ne quittent jamais d'ailleurs. Donc voilà, c'est vraiment le petit couple dans leur appartement. Ils font tout ensemble, toutes les sorties, les voyages. Ils vivent vraiment que tous les deux, quoi. Et d'ailleurs, le procureur Massimo Astori a même déclaré au cours du procès que la principale occupation de ce couple, c'est de ne pas être séparés. Leur inquiétude, c'est même pas de ne pas être accusés ou de ne pas être condamnés, c'est de ne pas être séparés. J'avais même lu une information à ce propos, c'est que le couple avait même demandé, dans le cas où il serait incarcéré, donc condamné, d'obtenir une cellule de mariage. Donc je ne sais pas trop en quoi consistait vraiment cette demande. Enfin, ils avaient cette envie de partager aussi la même cellule, ce qui n'est pas possible. Essayer de trouver un moyen de les unir, même dans une petite cellule faite juste pour eux, quoi. Et d'ailleurs, cette complicité du couple va même être immortalisée par une photo qui va être capturée pendant leur procès. C'est une photo où on les voit rire et sourire ensemble et qui va justement circuler dans toute la presse italienne. Alors l'enquête démontre que plusieurs indices les montrent comme les auteurs de ce drame. Rosa Basi et Olindo Romano, interrogés par les enquêteurs, déclarent avoir un alibi le soir du drame. Ils sont en effet allés manger au McDonald's de Côme. Et d'ailleurs, ils ont même un reçu, ils ont conservé le reçu qu'ils remettent spontanément aux enquêteurs, mais c'est un reçu qu'ils ne leur ont même pas demandé. Donc ils le remettent eux-mêmes sans que la police leur demande de prouver qu'ils étaient bien au fast-food. Donc c'est quand même assez bizarre. Donc les enquêteurs prennent le reçu, ils le consultent, ils le regardent, ils l'analysent, mais ce reçu ne les aide pas vraiment. Si l'heure et la date sur ce reçu montrent bien qu'ils étaient bien au fast-food le soir des meurtres, la police remarque que c'était quand même 2 heures après le massacre. Donc ça leur laissait malgré tout le temps de tuer les 5 personnes et de se rendre à Côme pour aller manger au McDonald's. Un autre indice qui a mis la puce à l'oreille des enquêteurs, c'est que presque un mois après la tragédie, Rosa Basi et Olindo Romano n'ont jamais commenté ce qui s'était passé au-dessus de leur tête, ni avec les voisins, ni avec la police. Donc je rappelle que le massacre a eu lieu le 11 décembre 2006 au soir. Ils ont été arrêtés le 8 janvier 2007, donc presque un mois, et ils discutaient de ça avec personne. C'était quand même assez bizarre. Même quand on venait leur poser une question au sujet donc du massacre et tout, ils parlaient pas, ils ne disaient rien, donc c'était quand même assez curieux, assez étrange. Donc évidemment, la police qui a soupçonné assez rapidement ce couple de voisins curieux, elle a décidé de les mettre très vite sur écoute. Et justement, Rosa Basi va prononcer une phrase quelques jours plus tard très perturbante. Elle va déclarer « Maintenant, nous pouvons dormir tranquille ». En entendant cette phrase, les enquêteurs, c'est bon, pour eux, ils savent. Ils sont persuadés, ce couple-là ne peut pas être étranger à ce massacre. Ils y sont forcément pour quelque chose. Un autre élément a aussi été mis en évidence par les enquêteurs. C'est que Rosa Basi a lancé le soir du drame sa machine à laver. Sauf que comme l'ont démontré les registres de la compagnie d'électricité
d'électricité sur les 3 années précédentes, c'est que Rosa Bassi ne faisait jamais de machine à laver après 6 heures de l'après-midi. Bizarrement, le soir du massacre, elle a lancé sa machine dans la soirée. Donc c'est quand même assez interpellant comme élément. Et enfin, 2 derniers indices, et d'ailleurs des indices les plus troublants. Des traces de sang appartenant à une femme ont été trouvées sur les vêtements du couple. Une petite tache de sang appartenant à un homme a été retrouvée sur le tapis de sol de la voiture. Ce sang, donc retrouvé dans la voiture, a été prélevé. Il a été analysé. Il appartiendrait à Mario Frigerio. Et Mario Frigerio, rappelez-vous, c'est le seul survivant de ce massacre. Il est hospitalisé. Il n'ouvrira les yeux qu'à partir du 15 décembre 2006. Mais il ne pourra pas parler tout de suite. Il a été sauvagement attaqué, donc on a tenté quand même de l'égorger. Et donc, il va devoir passer par une longue convalescence avant de pouvoir se confier. Évidemment, avec toute cette montagne de preuves, le couple, donc qui est interrogé par les enquêteurs, le couple est coincé. Il est face au pied du mur. Il ne sait plus comment se défendre. Et donc, le 10 janvier 2007, soit 2 jours après leur arrestation, ils finissent par avouer leur crime. Alors au début, Olindo Romano, quand il commence à faire ses aveux, il assume pleinement la responsabilité. Il sauve sa femme. Il dit que sa femme n'a rien fait. Il dit « j'ai tout fait tout seul ». Il commence un petit peu à s'ouvrir lentement, à un peu déclarer des choses petit à petit. Donc il explique « j'ai fait une erreur, je sais, je dois payer, c'est moi qui ai tout fait. Je veux juste voir ma femme de temps en temps, pour le reste je paie tout ». Mais bon, des preuves quand même démontrent que Rosa Bassi a clairement participé au meurtre. Olindo Romano et Rosa Bassi signent leurs aveux sans s'y opposer. Mais bon, même s'ils ont avoué avoir tué tous ces gens dans un premier temps, ils finissent par se rétracter de leurs aveux au cours du procès. En 2008, ils comparaîtront devant le tribunal et maintiendront bien sûr qu'ils sont innocents. Mais bon, les indices déjà récupérés par la police, présentés devant le tribunal, ainsi que le témoignage de Mario, qui est le seul survivant et donc le seul témoin oculaire, permettront leur condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité. En effet, Mario Frigerio, une fois rétabli et après une longue convalescence, il quitte l'hôpital et il déclare devant le tribunal que Rosa Bassi et Olindo Romano sont bien les auteurs du massacre. Ce pauvre témoin décédé en 2014. Au moment du procès, il ne marchait carrément plus. Il avait presque plus de voix. Il avait une voix très très faible, une voix qui sifflait un petit peu à cause de la blessure. Et donc ce témoin, il accusera fermement Olindo Romano et Rosa Bassi. Et il dira même, je le répéterai toute ma vie, c'était Olindo. Il m'a regardé avec des yeux de meurtrier. Je n'oublierai pas ce regard pour le reste de ma vie. J'ai comme une photographie dans la mémoire. Il poursuit son récit poignant qui plonge toute la salle d'audience dans un silence absolu. Olindo était une bête, il m'écrasait de son poids, il était à califourchon sur moi, il a sorti le couteau pendant que ma femme criait à l'aide, puis il m'a tranché la gorge. Je n'ai plus rien senti, seulement le sang qui sortait et le feu qui flambait. J'ai pensé, si je ne meurs pas de ma blessure, je mourrai dans les flammes. Bien sûr, avec tous les éléments trouvés, avec le témoignage de Mario Frigerio, une reconstitution des faits a pu être établie. D'après les aveux de Olindo Romano et du fils de Paola Galli, qui a pu détailler les dernières heures de sa mère, le parquet arrive à reconstituer l'horrible soirée du 11 décembre 2006. Ce 11 décembre, il est 19h30, 19h45. Paola sort de chez elle. Elle porte dans ses bras son petit-fils Youssef. Le fils de Paola dira avoir croisé sa mère, il la saluera. Il dira avoir fait une petite caresse à son neveu Youssef et il leur dit tout simplement à plus tard. Malheureusement, il est très très loin de s'imaginer de la suite des événements. Il raconte que quelques minutes plus tard, Paola, avec Youssef dans les bras, rejoint Rafaela à la gare qui revenait de son travail. Tout le monde monte en voiture, direction la maison de Rafaela. Une fois arrivé, tout le monde descend de la voiture, tout le monde se dirige donc vers la maison de Rafaela. Et là, une fois entré à l'intérieur de l'appartement, quelque chose de bizarre se passe. Les lumières ne s'allument pas. C'est étrange, Rafaela et Paola se regardent, elles sont étonnées. Elles se disent, qui a bien pu débrancher
brancher le compteur électrique, c'est quand même très bizarre, quoi. Elles, en tout cas, elles n'ont jamais touché au compteur électrique. La lumière fonctionnait parfaitement quand elles ont quitté l'appartement. C'est quand même assez curieux. Paola Galli, qui je vous le rappelle, porte Youssef dans les bras. Elle pose Youssef sur le canapé. Elle sort le biberon de lait qui se trouve dans le frigo. Elle le pose sur la commode à côté d'elle. Elle allume quelques bougies. Pendant ce temps-là, Rafaela enfile ses pantoufles et elle se dirige vers le palier où se trouve le compteur électrique. Mais en réalité, Olindo, qui est déjà sur place, il avait débranché vers 19 h le compteur électrique. Il est déjà donc positionné pour attaquer ses victimes. Il porte des gants, il est armé, il a un bâton et une batte en fer. Rosa Bassi n'est pas très loin de lui sur le palier. Pareil, elle est armée, elle a un couteau avec elle. Et ils attendent impatiemment leur victime. La pauvre Rafaela est la première victime du couple assassin. Elle est frappée à plusieurs reprises au niveau de la tête avec le bâton et la batte en fer d'Olindo Romano. Bien sûr, Rosa, qui avait entendu les cris de sa fille, elle s'est dirigée vers le palier. Et là, elle découvre donc la scène et donc le couple meurtrier. Elle se met à courir dans le couloir. Malheureusement, elle est pourchassée par Rosa Bassi, qui la suit avec son couteau. La pauvre Paola, elle est rattrapée par Olindo Romano, qui lui mettra plusieurs coups sur la tête avec son bâton, sa barre de fer. Les deux femmes sont sauvagement attaquées, elles sont mourantes par terre. Mais Youssef est seul sur le canapé, il attend sagement pour prendre son biberon de lait. Et cet enfant est détesté par ses voisins. Il est détesté à cause de ses pleurs, à cause de ses cris qui les agacent. Il sera même insulté par le couple meurtrier, il sera insulté de fils de... Et Rosa Bassi s'en prend sans pitié au petit Youssef qui n'est âgé que de 2 ans et 3 mois. Elle le poignarde au niveau de la gorge et elle le laissera se vider de son sang sur le canapé. Rosa Bassi revient sur ses pas, elle se rend compte que Paola Galli n'est toujours pas morte, elle est en train d'agoniser mais elle n'est toujours pas morte. Et elle lui remet donc des coups de couteau au niveau de la gorge, mais ce n'est pas aussi simple qu'avec le bébé. Paola ne meurt toujours pas. Donc là, avec l'aide de son compagnon, donc Olindo Romano, ils prennent tous les deux des oreillers et ils se mettent à étouffer la pauvre Paola Galli. Le couple meurtrier ne s'arrête pas là. Il décide de mettre le feu au corps des victimes. Il décide aussi de mettre le feu dans leur chambre et ils allument le feu en utilisant un combustible liquide. Mais ils se rendent compte que ce n'est pas si simple de brûler un corps humain. Le corps ne se consume pas aussi rapidement et ils décident alors d'incendier le couvre-lit et d'autres coins de la maison. La fumée commence alors à se répandre dans tout l'appartement et dans les escaliers. Évidemment, comme il y a eu quand même beaucoup de vacarme, il y a eu des cris, des hurlements. Ça a interpellé les voisins du dernier étage. Donc il s'agit de Mario Frigerio et de sa femme Valeria Cherubini. Mario dira même lors du procès avoir entendu un cri de souffrance qu'ils n'ont jamais entendu auparavant. Et donc le couple Mario et Valeria qui s'apprêtaient de toute façon à promener leur chien, ils décident donc d'aller voir ce qui se passe chez Rafaela. Malheureusement pour eux, ils tombent nez à nez avec les assassins. Sauf que Mario ne se rend pas compte tout de suite qu'il s'agit des assassins parce qu'il connaît Olindo Romano et il pense qu'Olindo Romano est tout simplement monté à cause de l'incendie. Sauf que assez vite, lui et son épouse se rendent compte que c'est en réalité Olindo Romano et Rosa Bassi qui sont derrière ce massacre. Valeria tente alors de s'échapper mais malheureusement elle est vite rattrapée par Rosa Bassi qui la poignarde au niveau de la cuisse. Elle la poignarde aussi à d'autres parties du corps. Olindo Romano, après avoir battu et égorgé Mario Frigerio, il rejoint sa femme Rosa et il se met aussi à battre très violemment Valeria à la tête. Il la frappera à plusieurs reprises sur la tête. Après cette horrible agression, il quitte la scène les laissant pour morts car en réalité Mario Frigerio et sa femme Valeria Cherubini sont toujours en vie. Valeria est grièvement blessée, elle arrive à peine à son appartement pour tenter d'appeler à l'aide. Ses bourreaux sont en bas, ce sont les voisins du rez-de-chaussée, elle le sait, elle les a reconnus. Elle essaie d'ouvrir la fenêtre, mais ses forces sont faibles. Il y a beaucoup de fumée, elle s'effondre sur le dos et elle meurt asphyxiée. Mais un détail est assez étrange pour tout le monde, hein, les enquêteurs, les voisins, vraiment tout le monde. Rosa Bassi est une personne asthmatique à la base et donc personne ne comprend comment elle a pu commettre ces crimes sans problème puisque les enquêteurs et les pompiers diront qu'il y avait énormément de fumée dans l'appartement, dans les escaliers et apparemment même le chien de Valeria est mort asphyxié.
Donc c'est quand même assez bizarre pour une personne asthmatique d'avoir pu supporter cette fumée. Le couple Romano-Basi est dans la buanderie. Ils avaient placé justement un tapis au sol pour ne pas laisser de traces. Donc là, ils changent de vêtements, ils enlèvent leurs vêtements ensanglantés. Donc ils mettent ces vêtements-là avec leurs armes dans des sacs poubelles. Et donc ils mettent des vêtements propres. Ils prennent les sacs où ils ont mis justement leurs armes, les vêtements sales. Ils montent dans leur voiture, la Seat Arosa, qui est garée juste à l'extérieur de la cour. Et là, ils partent direction Com. Et donc bien sûr, ils sont en train de réfléchir à un alibi. Ils doivent aussi se débarrasser des preuves qu'ils ont avec eux. Et donc Olindo Romano, éboueur de métier, il sait qu'à Com, justement, les poubelles seront vidées le lendemain. Le contenu sera emmené à l'incinérateur. Et donc voilà, pour eux, c'est la solution. Ils doivent se débarrasser ce soir des preuves qu'ils ont à Com. Et donc après s'être débarrassés des preuves dans les poubelles de Com, c'est à ce moment-là qu'ils décident de se rendre au McDonald's. Donc ils prendront des petites choses, hein. Ils vont pas vraiment dîner, ils vont prendre des boissons, quelques petits trucs, histoire juste d'avoir ce fameux reçu. Nous sommes le 26 novembre 2008. La sentence de la prison à perpétuité qui avait été rendue par la cour d'assises de Com a été confirmée par la cour d'appel. Mais le couple qui clame son innocence n'est pas d'accord avec cette décision. Il décide donc d'aller devant la cour de cassation en espérant une annulation de cette condamnation. Le 20 avril 2010, la Cour suprême confirme la décision d'appel. Olindo Romano et Rosa Basi sont donc condamnés définitivement à la réclusion criminelle à perpétuité. En effet, les preuves contre eux ont été considérées comme solides et granitiques. Nous avons, je vous le rappelle, les traces de sang de Valeria Cherubini et de Mario Frigerio qui ont été retrouvées sur des vêtements et sur le tapis de sol de la voiture. Et ces traces de sang ont été retrouvées mêlées à du sang provenant d'un homme, certainement donc Olindo Romano. Nous avons également les aveux que tous les deux ont signés. Et aussi, il y a une vidéo qui a été aussi prise lors d'un entretien entre Massimo Picozzi et Olindo Romano. Massimo Picozzi, c'est un criminologue. Et clairement, là, on voit Olindo Romano détailler en fait tous les faits. Les questions ne sont pas orientées. Il n'est pas poussé à parler. On le guide absolument pas. Et c'est vraiment lui qui fait des aveux sans qu'il soit vraiment poussé à les faire. Donc là, c'est sans équivoque. Et donc, bien sûr, le dernier élément, donc le fameux témoignage de Mario Frigerio devant le tribunal. Olindo Romano est détenu à la prison d'Opéra, tandis que Rosa Basi, elle, est détenue à la prison de Bollate. Apparemment, le couple est autorisé à se voir 3 fois par mois pendant une durée de 2 heures. Et après 10 ans de prison passés derrière les barreaux, ils espèrent une révision du procès, car ils continuent de clamer leur innocence. Et donc, ils espèrent une liberté conditionnelle. Mais l'affaire ne semble pas totalement terminée. Nous avons appris que l'adjoint de la police a déposé un rapport auprès du procureur général Francesca Nani et de l'avocate générale Lucilla Tonto Donati. Et donc cette demande, elle est faite pour une réouverture du dossier. Par exemple, la défense, elle s'appuie sur le témoignage de Mario Frigerio qui contrasterait avec ce qu'il aurait déclaré immédiatement dans son lit d'hôpital. Le témoignage qui aurait été avancé lors du procès serait pas totalement le même que ce qu'il avait fait à l'hôpital. Il y aurait aussi le témoignage d'un prétendu Abdi Caïs qui habitait donc dans la résidence d'Herba au moment du massacre, et ce témoin n'aurait jamais apparemment été entendu par les enquêteurs puisqu'il a été arrêté peu de temps après donc ce drame pour trafic de drogue et donc incarcéré en prison. Et donc cette demande de réouverture de dossier avait déjà été tentée à plusieurs reprises par l'avocat du couple qui s'appelle Fabio Chambri. Et donc l'avocat du couple n'est pas le seul à croire en l'innocence d'Olindo Romano et de Rosa Basi, puisque Azouz Marzouk, qui est le mari et le père de 2 victimes du massacre, lui aussi il ne croit pas non plus en la culpabilité des voisins, puisqu'il implique d'autres personnes dans ces crimes. En effet, Azouz Marzouk soutient que ses 2 ex-beaux-frères, donc Giuseppe et Pietro Castagna, seraient donc les auteurs des crimes. Il a en effet déclaré dans un article qui a été publié sur internet à la suite d'un entretien qu'il aurait eu le 15 février 2019. Enquêté sur la famille, mon fils Youssef connaissait le meurtrier. Un proche de ma femme l'a tué. Il suffit de lire les journaux pour comprendre que quelqu'un voulait l'héritage de ma femme. Azouz Marzouk déclare avoir constaté de grosses lacunes
dans l'enquête, de graves manquements dans l'enquête. Il dira qu'il y a des trous lors d'écoutes téléphoniques. Il dira aussi que des objets et des informations ont été détruits juste avant l'arrêt de la Cour de cassation. Il dira que justement Mario, qui était le seul survivant, quand il a témoigné la première fois à l'hôpital, donc il a été interrogé par la police, il était en réalité enregistré. Mais justement, les carabiniers, quand ils sont retournés voir Mario pour lui souhaiter les vœux de fin d'année, l'enregistreur aurait été interrompu pendant à peu près 20 minutes. Et apparemment, pendant les 4 jours suivants, il n'y avait plus d'écoute. Par contre, il dit qu'il ne croit pas non plus en l'innocence totale du couple de voisins, mais il déclare qu'ils ne sont pas seuls à avoir agi. Il est sûr qu'ils n'ont pas agi comme l'enquête le décrit et que la police cache les vrais tueurs. Pareil, toujours d'après Azouz Marzouk, un téléphone de marque Motorola aurait été retrouvé sur la scène de crime. Il déclare que ce téléphone Motorola n'appartiendrait à personne des victimes, sauf que les enquêteurs ont récupéré ce téléphone, ils l'ont analysé. Ils ont déclaré que des échanges de SMS ont été retrouvés à l'intérieur de ce téléphone. Et ces SMS, c'était des échanges entre Rafaela et lui, Azouz Marzouk. Donc ce téléphone appartenait bien à sa femme. Évidemment, suite à ces accusations, les deux frères Castagna ont porté plainte contre Azouz Marzouk pour diffamation. Et la juge du tribunal de Côme, Veronica Dal Pozzo, qui a statué sur ce cas, a souligné une conduite menée en conscience de la fausseté des accusations portées contre les frères Castagna. Et pour ces propos, elle a condamné Azouz Marzouk à 2 ans et demi de prison pour diffamation aggravée. Elle a même doublé la peine du procureur qui lui avait requis seulement 1 an et 3 mois. Elle a en effet affirmé que c'est un comportement diffamatoire d'une extrême gravité, dénigrant les personnes offensées déjà choquées par l'assassinat brutal des membres de leur famille et une fois de plus bouleversées par la couverture médiatique des accusations infondées portées contre elle. En plus d'une condamnation de prison, Azouz Marzouk a été condamné aussi à indemniser les frères Castagna. Il a dû leur verser la somme de 70 000 €. Nous savons aussi qu'Azouz Marzouk a été expulsé d'Italie en mai 2009 suite à une autre affaire de trafic de drogue. Il vit actuellement en Tunisie où il a ouvert une supérette, il y travaille avec son frère. Sur le plan sentimental, Azouz Marzouk a aussi refait sa vie. Il s'est remarié avec une jeune femme de 21 ans à l'époque. Elle s'appelle Michela Lovo et il a 3 enfants avec elle. Quant à Rafaela et Youssef, ils ont eux été enterrés en Tunisie à la demande de Azouz Marzouk. Quant à la maison d'Herba où a eu lieu le massacre devenu donc tristement célèbre, elle a été offerte par Carlo, donc qui est le père de Rafaela. Elle a été offerte à la Caritas. C'est une association dont la mission principale est de servir les pauvres, de promouvoir la charité et la justice partout dans le monde. Et donc cette maison est devenue du coup un logement pour les familles en difficulté. Quant à l'appartement donc des meurtriers Olindo Romano et de Rosa Basi, il a été vendu aux enchères pour la somme de 69 000 € et apparemment j'ai lu que ça avait été très difficile de vendre leur appartement. Il n'y avait d'ailleurs aucun acquéreur pendant 2 séances et donc ce n'est qu'à la 3e séance que l'appartement a pu être vendu. Et donc l'argent qui a été récupéré de la vente de l'appartement, du camping-car et de la voiture, cet argent-là a servi à indemniser les victimes. Cette vidéo touche déjà à sa fin. Merci infiniment à vous, à ceux qui sont encore là. Je vous laisse faire ce qu'il faut juste en bas. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.